Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de podcast. Nous sommes à deux aujourd'hui. Je suis ici avec Andy et on va vous parler de pourquoi et comment certains rituels ancestraux permettent de faire des sauts quantiques et d'aller bien au-delà des approches de développement personnel traditionnelles. Donc Andy, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, au-delà d'être mon mari, il est également coach. On travaille ensemble désormais dans Harmonia depuis le début de cette année. Mais il a surtout, depuis toujours, été un grand aventurier, un explorateur. Il a vraiment toujours cherché, et continue à constamment chercher quelles sont les limites de cette expérience ici terrestre dans la matière. Qu'est-ce que ça comprend? Comment est-ce qu'on peut la vivre? Jusqu'où on peut aller? Voilà, il est artiste martial, il est ultra runner, il a été danseur professionnel, il a eu plusieurs écoles de danse, il a monté diverses entreprises, donc entrepreneur dans l'âme, vraiment explorateur et aventurier, grand aventurier comme je le disais, et beaucoup plus que moi dans tout ce qui est expérience on va dire, subtil, au contact de l'invisible. Il a été jusque dans la jungle amazonienne, au contact de certains chamans, etc. Donc ça, ce sont moi des choses que je n'ai pas encore explorées, mais que je vais notamment vivre fin mai, mais pas dans la jungle amazonienne, mais on y reviendra. Et donc aujourd'hui, j'ai envie peut-être de commencer par te demander en quoi, selon toi, la majorité des approches traditionnelle ou pourquoi le développement personnel comme nous on l'entend ne suffit pas ou en quoi on se limite en fait par ces approches, parce que je sais que toi tu as par exemple, comme ça je vous donne un exemple concret, beaucoup de clientes qui viennent te voir après du style 30 ans d'errance médicale, 30 ans de psychothérapie, etc. et qu'après 6 mois, 1 an de travail avec toi, elles ont radicalement transformé leur vie d'un point de vue intérieur. Elles ont solutionné les problèmes avec lesquels elles venaient. Et elles se sont vraiment... C'est plus les mêmes personnes, en fait. Donc, c'est complètement fou, ce que tu atteins. Et ouais, donc juste pour en intro, j'aimerais que tu nous dises en quoi, toi... Enfin, quel est ton point de vue là-dessus par rapport aux limites du développement personnel? Parce que nous-mêmes, on a tellement exploré, en fait. Ouais, il y a deux choses, moi, en fait, il y a deux ou trois choses que j'aimerais clarifier, en tout cas pour moi, de mon point de vue. Il n'y a pas de développement personnel. Pourquoi? Parce que c'est une illusion, c'est un mythe, c'est la meilleure version de soi-même. Moi, c'est une vision que je ne partage pas du tout, parce que on est en étant la meilleure version de nous-mêmes. On est parfait, en fait. On est miracle, on est puissant, on est tous qu'on peut être, et on s'éloigne de cette version de nous-mêmes. Donc pour moi, c'est un parcours qui peut être similaire, mais il y a une différence qui est très subtile au niveau énergétique et au niveau de où ça émane. C'est ce chemin personnel. Il ne s'agit pas d'un objectif qui est à l'extérieur, de vouloir en fait atteindre une meilleure version de soi-même hypothétique, de se développer personnellement. C'est pour ça que je trouve ce mot « je vais me développer personnellement », je trouve ça tellement... Moi, j'aime pas non plus du tout. Développement personnel. Vie, en fait, vivez, et vous allez... Vivez vraiment, vivez dans la matière, expérimentez, et je peux garantir que vous allez vous développer personnellement. Ça, c'est certain. La vie est une expérience de développement personnel. Donc, la vie suffit. C'est encore pour moi une certaine forme d'aberration de voir tant de personnes en fait qui ne vivent pas la semaine, mais qui vont à des séminaires de développement personnel le week-end. Parce que si je vis ma vie tous les jours, si je me challenge, si je vais au contact de mes peurs, si je vais rencontrer les choses qui me dérangent en moi, que je les accepte, enfin que je vis quoi, je me développe personnellement. Donc ça, c'est déjà une première chose pour moi qui est vraiment importante, qui est une notion du développement personnel qui est devenue très... c'est un produit en fait, c'est un produit de consommation. Comme moi je donnais des cours de danse, il y en a d'autres qui donnent des cours de développement personnel et on fait des congrès. Moi j'ai enseigné des congrès de danse avec des shows, avec différents professeurs, et maintenant il y a des congrès de développement personnel où il y a 4-5 personnes sur la scène.
Ok, c'est cool. Donc nous-mêmes, on a vécu ça, on a expérimenté, on a été à 5-6 séminaires et à ces séminaires, je me souviens, on s'est regardé et dès le début, en fait, on a senti quelque chose qui clochait, on ne se sentait pas à notre place, qui était artificiel, où tout le monde est... Voilà, on saute dans tous les sens, on est whoop whoop, on fait monter l'énergie, génial. Mais le truc, c'est qu'après, on rentre chez soi, et là, c'est le crash total. On est tout seul et bien loin de toute cette énergie, justement, où on fait mousser, et En c'est fait, pas évident. Je crois que ce qui se passe, c'est que le développement personnel, comme tout, a ses bénéfices. Je ne suis pas là en train de dire que c'est pas chouette, hein. Je veux dire, et que ça ne change pas des vies. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais encore une fois, c'est la façon dont il est consommé qui est important. Le chocolat en soi n'est pas mauvais. Il n'y a rien qui est mauvais en soi. Si vous prenez, ça va peut-être vous choquer, mais si vous prenez une dose de cocaïne par an, votre corps, il est suffisamment puissant pour pouvoir l'éliminer. Maintenant, il faut voir si vous n'allez pas tomber dans l'addiction. Ça, c'est une autre question. Mais je vais dire, en soi, véritablement quelque chose qui est ultra mauvais, ben, c'est plutôt la fréquence ou comment on le consomme qui est mauvais. Je veux dire, fumer en soi n'est pas bénéfique. Fumer n'est pas bénéfique, mais si je fume une cigarette, ce sera pas vraiment, ça ne va pas radicalement changer ma vie dans un mauvais sens. Donc, c'est la façon dont je vais consommer ce développement personnel qui va faire que ça a un impact ou ça n'en a pas, ou ça peut devenir une drogue. Et quand je dis une drogue, là, ça va peut-être chiffonner certains d'entre vous. Quoi, tu compares la cocaïne avec le développement personnel? Non, absolument pas. Pour moi, tout peut être drogue. Tout peut être drogue. La drogue, c'est quelque chose que je vais utiliser pour m'anesthésier, pour éviter de me faire face. Et pour avoir fréquenté ce milieu et plein de milieux, eh ben, je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de personnes qui retournent à ces événements et qui font du développement personnel et qui enchaînent les bouquins et les bouquins et les bouquins, parce qu'au final, c'est un moyen comme un autre, inconscient, hein. Attention, je ne suis pas en train de critiquer, c'est vraiment inconscient, mais de ne pas réellement se faire face, de ne pas réellement ressentir. Et là, en fait... Et de se donner bonne conscience, parce que mais je fais le travail, mais je travaille sur moi. Ouais. Mais est-ce que les résultats sont là dans la matière? Est-ce que la vie évolue? Est-ce que je me sens réellement plus serein? Est-ce que je me sens réellement plus confiant? Est-ce que je me vois avancer? Est-ce que je réalise réellement mes projets? Est-ce que je réalise réellement mes rêves? Ou est-ce que ça fait 3 ans en fait que je stagne et que je rame et que je rame et que je vais d'un coach à l'autre, à un séminaire, à un autre? Et que souvent, alors, je dis non, mais je critique ce coach, et ah non, mais ça m'a pas du tout aidé, et que je dis à d'autres de ne pas y aller, parce que... Mais est-ce que réellement, on a fait le taf, en fait? C'est jamais la faute du coach. C'est jamais la faute du coach. C'est nous, en fait. À quel point est-ce que on prend ce que le coach nous amène? Pour moi, c'est ça. J'ai été danseur professionnel, j'ai été artiste martial, j'ai eu des coachs, j'ai eu des entraîneurs. Je veux dire, le coach, il peut me montrer, ou le coach peut aussi me montrer qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des coachs. J'allais dire, et en fait, il y en a des bons, des meilleurs, des moins bons. J'ai payé des coachs des petites fortunes, vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le coach, il savait absolument pas mieux que moi. Mais là, en fait, est-ce que je dois blâmer le coach ou est-ce que je dois me dire, OK, cool, en fait, il vient de me montrer que ben, moi, je sais mieux que quiconque. Tu peux avoir confiance en toi. Et c'est là que c'est vraiment important, j'ai envie de dire, personne ne peut savoir mieux que vous. Personne ne peut avoir les réponses mieux que vous. Et c'est à mon sens probablement une des grandes souffrances de la société aujourd'hui, actuellement. C'est qu'on vit dans une société qui a déifié le mental, la raison, la logique, et qui a désacralisé beaucoup de certaines choses aussi. Et le développement personnel, les thérapies traditionnelles, comme la psychothérapie, etc., ne font pas exception à ça.
Combien de personnes réellement sont dans des thérapies, font du développement personnel, lisent des bouquins pour ouvrir leur conscience, pour se guérir, pour être la meilleure version d'eux-mêmes ou pour se reconnecter à eux-mêmes, d'accord? Et quand je mets entre guillemets, il y a vraiment pour moi, il y a aucun jugement, il n'y a aucune critique, c'est vraiment que c'est juste, c'est important de le comprendre parce que c'est fort probablement ce qui vous bloque aujourd'hui. Et on est passé, vraiment, on est passé par là. On est passé par là. Je me permettrai pas, et Anna le sait, tout ce dont je parle, ça a été expérimenté, mais au plus profond de mes cellules, même des fois, voilà, ça a été vraiment à des points extrêmes. Donc, mais comment est-ce que je peux en fait résoudre un problème holistique, me reconnecter à qui je suis vraiment, si je ne traverse et que je ne travaille qu'avec mon mental, puisque mon mental n'est qu'une partie de qui je suis vraiment. Oui, c'est super limitant en fait. Et mon mental, en fait, c'est une somme de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté avec un feedback, donc mes expériences. Donc en fait, est-ce que mon mental, est-ce que je peux dire que c'est vraiment moi à l'origine? Que je me résume à ça en fait. Non, puisque si j'avais vécu d'autres expériences, si j'étais né à Cuba, si j'avais eu d'autres parents, ben, j'aurais été programmé autrement. Donc ça veut dire qu'en dessous de ce mental, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une âme. Mais alors, comment est-ce que je peux toucher mon âme? Comment est-ce que je peux aller communiquer? Comment est-ce que je peux me reconnecter si mon approche ne s'adresse qu'au mental en cherchant à comprendre, comme la plupart, en analysant, en répétant des phrases face à un miroir avec une énergie positive? C'est cool, mais ça a peut-être un petit impact. Mais je ne vais pas chercher profondément. Parce que dans mon inconscient, ça reste la même chose. Puisque je n'en ai pas conscience par définition. Donc j'essaye de régler quelque chose qui est beaucoup plus profond en maintenant en fait mon énergie ici coincée dans mes pensées. Et c'est la société qui fonctionne comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas responsable. Vous avez l'occasion maintenant que vous entendez, peut-être si vous ne le saviez pas, que vous fonctionnez ici et que vous ne vous rendiez pas compte, de se dire ok, comment est-ce que je peux faire autrement? Mais la société entière fonctionne comme ça. Combien de fois est-ce qu'on va vous dire prends une décision basée sur l'intuition? Non, vous allez à la banque, les premiers, ils vont vous dire quel est le plan financier? Et vous allez vous dire non, mais j'ai mon intuition, je le sens, je sais que ça va marcher, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va marcher. Le banquier va vous regarder, va vous dire monsieur, vous êtes mignon, mais il ne va pas vous donner le crédit. Et pourtant, et on en a fait l'expérience plusieurs fois. On a acheté ici la propriété au Portugal. On était en période financière vraiment, je pense, une des périodes les plus fragiles financières qu'on ait pu vivre, que moi j'ai pu vivre. Et pourtant, on l'a eu. On a dû jouer un petit peu, mais on l'a eu. Et donc pour moi, en fait, c'est ça, c'est la différence entre je m'adresse à ma tête, j'essaye de comprendre, j'analyse avec un prisme mental, raison, logique, versus je vais me connecter à une dimension beaucoup plus grande de moi-même, une dimension beaucoup plus subtile de moi-même, dans laquelle intervient mon corps. C'est-à-dire que mon âme parle à travers mon corps. Et c'est comme ça que je l'écoute. C'est comme ça que j'écoute sa vibration. C'est comme ça que je suis capable de percevoir les choses qui peuvent paraître miraculeuses, magiques, invisibles pour plein de gens. Mais en fait, c'est pas magique, c'est pas invisible, non, c'est juste que c'est là, ça vibre. Et le mental ne peut pas les capter parce que le mental ne fonctionne pas comme ça, mais le corps ressent ça. Et c'est là où tellement de personnes sont déconnectées de cette vibration qui est toujours là. C'est juste qu'on a mis des couches dessus, on l'a enfouie, on s'est dissocié même parfois de notre corps. Et
voilà, tous les deux ici, nos clients, c'est essentiellement ça. Ce sont des personnes qui sont déconnectées de leurs émotions ou qui ont du mal à les vivre. Alors ils viennent, oui, j'aimerais mieux gérer mes émotions. Ben, encore une fois, c'est cette dictature un peu du mental qui essaye de tout gérer, de tout contrôler. Mais est-ce qu'on peut juste en fait vivre et s'autoriser à ressentir et se laisser traverser par ces énergies et se reconnecter à cette vibration? Et donc, oui. C'est un exemple typique et c'est très bien que tu parles des émotions parce que les émotions sont une vibration. Et si je ne m'autorise pas à ressentir, en fait, je n'ai pas à gérer mes émotions, je n'ai pas à contrôler mes émotions. Si je veux, en fait, percevoir les messages qu'elles viennent me donner, parce qu'à la base, les émotions sont simplement de l'information. Ouais. Et donc, si je veux décoder leurs messages, je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas à les comprendre mentalement. C'est mon corps, en fait, je les ressens, je ressens ce que ça produit en moi, et de là, je peux commencer à adapter ou simplement me laisser traverser. Et vous allez voir que les émotions, en fait, elles peuvent, la plupart du temps, elles sont très brèves. Vous les ressentez, vous laissez traverser, ok, bam, j'ai capté l'information, ok, merci, au revoir. Et c'est simple. Mais notre mental, il complique interfère. tout. Et alors on s'y attache, il y a des anciennes histoires qui reviennent, et les croyances, et on part en boucle. Et c'est là qu'en fait on reste dans une émotion pendant des jours, voire des semaines, et qu'on s'embourbe. Mais pour revenir à notre sujet sur donc les rituels ancestraux, les plantes de médecine aussi, toi c'est des choses que tu as vécues, tu as été jusque dans la jungle amazonienne, comme je disais au début. Et je me souviens que tu m'as dit que les chamans, ils parlent de justement ne pas seulement guérir les symptômes, que l'homme souvent voit ses symptômes et veut guérir ses symptômes, et c'est souvent ce qu'on fait aussi ici quand on parle de développement personnel, mais que ce genre d'approche permet de guérir l'âme. C'est ça en fait, je vais guérir des choses qui sont tellement plus profondes. Parce que en règle générale, si j'ai des problèmes dans mon couple, que régulièrement, comme ça arrive à beaucoup, je retombe sur le même type de relation. Si je me retrouve dans des situations financières qui sont régulièrement similaires ou que je me retrouve régulièrement avec une entreprise ou un poste, parce que je peux être employé et je peux changer, comme toi tu l'as fait, tous les 2 ans, en croyant que ça va être mieux ailleurs, mais en fait, c'est recréer les mêmes schémas. Tiens, je tombais toujours sur le même type de chef, tiens, le même type de dynamique. Donc là, ça devrait me mettre la puce à l'oreille et de dire, ok, le souci, c'est pas le job, c'est pas le poste, c'est pas l'entreprise, c'est pas... C'est l'idée, en fait, en tout cas ce que ça permet, c'est de pouvoir aller au contact de son âme, se reconnecter. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il faut être honnête, et je pense que la grande majorité de la population sont déconnectés de leur âme. Et c'est pour ça que malgré l'argent, malgré le succès, malgré une vie qui est beaucoup plus confortable, parce qu'il faut le dire, je veux dire, matériellement, la vie aujourd'hui est tellement plus confortable qu'il y a 200 ans. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de dormir une semaine dans les bois avec 0 degré, ben vous allez vite comprendre que le chauffage, c'est pas un dû, et le chauffage, c'est un sacré outil de confort. Il y a 200 ans, même ici aujourd'hui au Portugal, je peux vous dire qu'il y a des fois 0 degré la nuit, il y a encore plein de maisons qui ne sont pas chauffées. Et il y a des personnes âgées de 70 ans qui vivent dans leur petite maison remplie d'humidité, pas chauffée. Donc, tout ce qu'on connaît maintenant, je veux dire, on a tout. Matériellement, on n'a jamais été aussi servi. Ça nous ramollit. Et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a jamais eu de personne aussi malheureuse, aussi stressée, avec un manque de sens profond. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste dans tout ce qui est l'entertainment. Pourquoi est-ce que l'entertainment, donc l'amusement, que ce soit les spectacles, les concerts, la musique, Netflix, les bouquins, pourquoi est-ce que toute cette industrie de l'entertainment fonctionne aussi bien? C'est parce que la plupart d'entre nous, on n'ose pas rester sans rien faire. Ça nous met mal à l'aise d'être en silence face à nous. Et ça montre vraiment que on a peur, en fait. On a peur à un moment de se faire face
Et donc, c'est plus facile de lire un livre de bouquin, enfin, on se comprend, un livre de développement personnel ou de développement spirituel, ou que sais-je, n'importe. Et de continuer de rester dans cette dynamique aussi qu'on nous a implémentée depuis l'enfance, c'est-à-dire que l'apprentissage, et ça c'est quelque chose de relativement aussi important à avoir en conscience, c'est que nous avons été, la plupart d'entre nous dans notre civilisation moderne européenne, américaine aussi, mais voilà, on est en Europe, à apprendre et à croire que l'apprentissage et à valoriser l'apprentissage sur les bancs d'école. L'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est s'asseoir, c'est écouter monsieur le professeur ou madame la professeure et emmagasiner. Et puis après, ça s'est produit. Mais imaginez, en fait, c'est un conditionnement, puisque je commence ça à la maternelle. Après, tout le long de mon enfance, de mon adolescence jusqu'à jeune adulte, des fois, il y en a qui vont jusqu'à 28 ans, ou 29 ou 30 ans pour les métiers comme médecin, spécialiste, chirurgien, bref. Et donc, en fait, la plupart d'entre nous pensent que l'apprentissage, ça se fait quand je prends mon livre, quand je regarde des vidéos, quand je prends mes notes, quand je relis mes notes. L'apprentissage, il peut être simplement fait quand je m'assieds dans mon rocking chair sur ma terrasse et que je regarde mes chevaux passer, et que je regarde les interactions, que je regarde le vent qui souffle au sommet des arbres, et que je me défais en fait de tout ce que j'ai appris, toutes les choses par lesquelles j'ai été conditionné et qui me permettent de revenir à un savoir originel, un savoir que j'avais dès la naissance, que je n'ai pas. Et c'est pour ça, je reviens à cette notion de je me développe personnellement, mais pour moi, je n'ai pas à ajouter plus. On est dans une société où on veut toujours ajouter plus, alors que l'essence, c'est le dépouillement. Ça ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller de tous vos biens, non, et que vous ne pouvez pas vivre dans le confort. On est bien d'accord. Je suis le premier à aimer le confort, mais je sais aussi que régulièrement, c'est nécessaire pour moi de sortir de ce confort. C'est nécessaire pour moi, c'est vital de me dépouiller à certains moments pour pouvoir en fait retrouver cette clarté. La clarté, c'est des choses que je fais expérimenter à certains de mes clients, notamment, et c'est un rituel ancestral qui était fait à différents endroits dans différentes tribus, mais majoritairement, c'est plus connu pour les natifs américains, la quête de vision. La quête de vision, c'est pas prendre des livres, prendre des notes, non. Au contraire. La quête de vision, c'est on prend rien du tout. Plein milieu de nulle part. 3-4 jours en forêt, on jeûne, on reste en place, on ne peut rien faire, et on se fait juste face. Et dans ce dépouillement total, la clarté apparaît. Mais c'est beaucoup plus gai, c'est beaucoup plus chouette de se dire que je vais aller faire un atelier avec Lise Bourbeau, ou je vais aller faire un séminaire de développement personnel, ou je vais aller faire un... Plutôt que de se dire, je vais aller faire une quête de vision, et pendant 3 jours ou 4 jours, je vais prendre mon hamac, je vais aller en forêt, je vais me dessiner un cercle de 5 mètres sur 5 ou de 10 mètres sur 10, je vais rester dans cet espace, et je vais être tout seul. Et je ne peux pas lire, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de radio, je n'ai rien. Youpi! Mais on cherche en fait toujours le youpi, le whoop whoop. Mais c'est souvent pas dans ces moments-là que se passent les transformations. Et ça me fait penser... Oui, la dernière fois que tu es revenu de la jungle, justement, on a encore connu en tant que couple un shift énorme. Parce qu'avant... il y avait des trucs où ça coinçait, ça grinçait, il y avait certains questionnements sur des sujets importants, notamment enfants, pas d'enfants, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se dirige ensemble. Et c'est là où j'ai réellement, pour la première fois, ça m'a vraiment fait tilt parce que j'ai vu comment notre relation a changé. C'est subtil, c'est dans l'invisible, justement. C'est pas, on n'a rien... Je veux dire, quand on nous voit de l'extérieur comme ça, rien n'a changé. Et pourtant, tout a changé. Et c'est là la puissance de ces expériences qui transcendent en fait le mental. C'est que ça travaille beaucoup plus profondément dans des sphères et des couches qui sont
C'est des strates qui sont inconscientes, mais tellement, tellement profondes. Et c'est prouvé aujourd'hui par la science. Maintenant, il y a des scientifiques qui se sont intéressés, et il y en a plusieurs, au Brésil, au Canada, en Suisse, je pense qu'en Espagne aussi, ils ont fait des études, aux États-Unis, notamment avec l'ayahuasca, Oui. donc, qui est une plante médecine qui est parfois un peu controversée, parce qu'évidemment, ça amène à des dimensions de profondeur, ça amène à des libérations, à un état de conscience qui, on va le dire clairement, je ne pense pas que c'est un état de conscience dans lequel certains gouvernements ont envie de nous voir. Simplement ça. C'est un peu comme à l'époque de l'Inquisition, de l'Église, au Moyen-Âge, où les fameuses sorcières qu'on brûlait sur le bûcher, pour faire des exemples, n'avaient rien de sorcière. C'était juste des femmes qui étaient plus connectées à la nature, qui étaient porteuses de sagesse ancestrale, qui avaient une sagesse intuitive, médium, etc. Et que ça ne correspondait pas au dogme ultra cadré de l'Église, qui était fait, il faut bien le dire, entre les rois d'Europe et l'Église catholique. C'était une fameuse belle entente, et ils voulaient juste être les maîtres tout-puissants et instaurer la peur. Et aujourd'hui, ça a plutôt bien marché d'ailleurs, parce qu'ils ont conquis le monde. J'en parlais hier avec un de mes clients américains, qui fait aussi pas mal de voyages en Amérique du Sud, et il me disait, mais je n'ai jamais vu autant d'églises catholiques qu'en Amérique du Sud. Dans les bleds les plus paumés, ah oui, ils ont fait un sacré travail. Donc je m'éloigne un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que ils ont instauré la peur, en fait. Mais donc, une personne qui est arrivée, une dame, en fait, qui était porteuse d'une sagesse, qui disait non, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas d'enfer, de paradis, tout ça, c'est du pipeau. Ça cassait, en fait, toutes leurs histoires qui leur donnaient le pouvoir. Travaille dur maintenant, évite de vivre dans le péché, tu souffres maintenant, mais tu vas connaître le paradis après. Vraiment. Et donc, ça ne correspondait pas au maintien, c'était dangereux pour leur puissance. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rayé tout ça de la carte. Ils ont rayé tout ça de la carte. Et ils l'ont fait quasiment sur tous les continents. Ils l'ont fait sur tous les continents. Aujourd'hui, c'est pareil. Si vous regardez les médias, si vous regardez tout ce qu'on vous raconte un peu partout, on crée un climat de peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'énergie la plus puissante qui vous empêche de vivre dans votre puissance, de vivre dans votre lumière, de vivre qui vous êtes vraiment, de vous autoriser à vraiment découvrir qui vous êtes. Donc le meilleur moyen de maintenir un peuple, en fait, déconnecté, calme. C'est la peur. C'est la peur. Et donc on crée tout un tas de subterfuges. Aujourd'hui, ce n'est plus la religion, mais aujourd'hui, il y a tout un tas de choses. Et là où c'est du génie, c'est que la majorité d'entre nous sont convaincus que c'est vrai parce que ça a toute l'apparence de la vérité. Mais c'est une illusion. Et quand on commence à travailler avec certains rituels ancestraux, quand on commence à travailler avec certaines plantes médecines, on se rend compte, on commence à percer le mystère de cette illusion. Sans parler de tout ce qui est médical, société pharmaceutique, parce que justement, tu en as touché un mot, il y a même des chercheurs et des universités qui se allient à des médecins, à des psychologues, etc., qui travaillent justement avec des chamans, etc., et qui font donc, qui amènent leurs patients dans des retraites, notamment ayahuasca et autres plantes médecines, et qui ont des résultats extraordinaires pour tout ce qui est maladies auto-immunes, cancer, TDAH, trauma, et j'en passe. Addiction. 80% de réussite aux addictions lourdes comme la cocaïne et l'alcool au Brésil. Donc, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. On vient travailler, en fait, ça recrée d'autres circuits au niveau des neurones, etc.
Mais oui, souvent, ça requiert de sortir de ce confort dans lequel on vit, si bien confortablement, cette illusion du je fais ce qui est nécessaire, je travaille sur moi, mais en fait, on reste toujours dans ce petit confort, caché derrière son livre, son cahier ou son séminaire, comme moi, je l'ai fait aussi, donc encore une fois, il n'y a aucune critique. Mais c'est vrai que quand moi, j'y repense, les moments, et certainement, ça vous parlera aussi, prenez un moment pour voir les moments où vous avez le plus grandi, où vous avez le plus évolué, qui vous ont vraiment fait avancer et fait avoir des sauts quantiques, c'était pas les moments de confort, c'était des moments difficiles, c'était peut-être des deuils, c'était des séparations, c'était voilà, des accidents, des choses comme ça qui ont créé une rupture dans notre physicalité au plus profond de notre être. Et c'est la même chose pour ce genre d'expérience. Et moi, j'ai notamment vécu le Temazcal, c'est une hutte à sudation, ou Sweat Lodge, ça s'appelle. Et là aussi, qu'est-ce que ça m'a mis face à moi-même. Quel inconfort pour moi qui déteste la chaleur, le noir, le fait d'être dans un petit espace, je me sentais renfermée. Donc, c'est des moments qui sont... Pour certains, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais pour certains qui peuvent être très inconfortables. Et justement, on va explorer nos limites. Genre, wow, qu'est-ce qui se passe en moi? Où il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, il y a des questionnements qui viennent. Parfois, on a des visions. En tout cas, ça se passe pas dans le corps et à travers nos ressentis. Justement, on parlait d'émotions. Tous ces ressentis, c'est des expériences physiques dans la matière, mais qui permettent par après d'opérer ces switches, en fait, à l'intérieur de nous. Et c'est ça où je dis, toi, t'es revenu, ça a changé complètement notre couple, pas vu de l'extérieur, mais c'est des switches intérieurs dans notre énergie. Là, tu parles de ce dernier voyage que j'ai fait il y a 6 mois, et là où ça en fait, Anna parle de subtilité, et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a modifié mon point de vue. Et je ne vois absolument plus les choses de la même façon. Et là où c'est très intéressant, c'est que j'étais conscient de mon point de vue, d'accord? C'était pas que je ne voulais pas voir ou que j'étais inconscient, non. J'avais conscience pendant plusieurs mois de mon point de vue. Et je me disais, comment est-ce que je peux... Est-ce que c'est possible, en fait, d'arriver à changer de point de vue? Ou est-ce que je me plante complètement? Ouais. Et quand je suis parti en Amazonie pour ces plusieurs semaines là, pour ce récent voyage, j'avais pas vraiment envie d'y aller, pour être honnête avec vous, parce que voilà, je voyage pas mal, parce que je fais des expériences comme ça très régulièrement, et que là, ça ne se mettait juste absolument pas. C'est l'hiver, il fallait que je laisse Anna toute seule sur Almatera, gérer tout, toute la propriété, tous les animaux, le refuge. Moi, j'avais plein de projets en tête. Mais voilà, encore une fois, c'est venu de l'intuition, un coup de fil, hop, tiens, j'ai un ami colombien qui me dit, écoute, je retourne dans la jungle, je crois que tu as ta place là. Ok, ouais, je sais que j'ai ma place aussi, ça va, écoute. Parfois, les choses se mettent. Je viens. Et quand on dit on ressent un appel ou quoi, c'est pas qu'on a forcément envie, parce que ça aussi, parfois, donc ça c'est de nouveau le mental qui trouve des excuses. Non, mais je sais pas, je ressens pas vraiment tout à fait l'appel ou si en fait. L'appel, il est jamais là. Ouais, génial, c'est trop cool. Si vous attendez ce genre d'appel pour ce genre de choses, ça va jamais arriver, ou alors très rarement. Mais l'appel, il se fait de façon beaucoup plus subtile. J'ai envie de dire que l'appel, c'est faire ce qu'on sent devoir faire, au-delà de la peur, au-delà de la non-envie, au-delà de l'appréhension, et au-delà du fait qu'on se dit « Eh merde, c'est vraiment pas ce que j'avais prévu. » Dans le doute, mais on sent à l'intérieur que, ouais, c'est nécessaire de plonger. Et ce qui crée aussi une souffrance chez tellement de gens aujourd'hui, c'est que ils sont déconnectés de ça. Et peut-être que ça vous parle. Mais c'est ce qui crée la souffrance, c'est ce qui crée les conflits internes. Parce que ces messages, ils sont tout le temps présents. Ils sont présents en chacun d'entre nous.
Mais la plupart d'entre nous, dans cette société moderne, sont devenus des maîtres pour ignorer ces signaux, pour les camoufler, pour trouver des excuses pour ne pas les suivre, et des excuses qui sont ultra bien déguisées, je peux vous le dire. Et moi en premier, c'est juste que j'ai appris en fait. J'ai appris à me reconnecter à tout ça, j'ai appris à écouter, j'ai appris juste à bypasser mon conscient de temps en temps, parce que je suis certain qu'il y a plein de fois une On minute reste de tout. humain. Donc, mais c'est ça en fait, l'appel, c'est de se dire, et la souffrance qui est créée, c'est parce que je ne fais pas ce que je sens au plus profond de moi devoir faire. Peut-être que c'est quitter ce partenaire, même si je l'aime, mais peut-être que nos chemins de vie ne sont pas forcément destinés à être ensemble. Je peux aimer quelqu'un et ne pas peut-être avoir les mêmes besoins. Et peut-être qu'elle a besoin de vivre en Europe et moi j'ai besoin de vivre en Afrique. C'est sûr que faire ce qui est juste, c'est rarement agréable, confortable, facile. Mais voilà, encore une fois, quels sont les moments de plus grande croissance qu'on a vécu? Mais faire ce qui est juste, ça nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, de ne plus être dans le conflit. Et qu'est-ce qui crée la souffrance? C'est le conflit. C'est ce conflit interne en fait. Mm-hmm. Ce conflit entre, au fond de moi, j'ai une petite voix, mon âme, elle sait très très bien, mais en fait, je fais tout pour ne pas l'écouter. Et c'est ce qui se passe dans la maladie. Le maladie, c'est qu'à un moment, ça crie tellement fort en nous que le corps commence à se choper des maladies. Mm-hmm. Et les maladies, ce n'est pas une plaie envoyée par Dieu ou par n'importe qui, d'accord? C'est simplement votre corps qui réagit et qui vous envoie des signaux. Encore une fois, le corps est un guide, le corps est un messager. À nous de choisir est-ce qu'on l'écoute ou pas. Et je reviens à une de tes premières questions. Quand tu me demandais, oui, tu m'as déjà partagé que les chamans parlent de guérir l'âme. Mais justement, soit si je m'attaque aux symptômes et que, par exemple, j'ai une fibromyalgie, et je sais que probablement ça va être très controversé si vous avez la fibromyalgie. Je le sais, ma mère a la fibromyalgie, j'en parle avec elle. Donc, je connais ce terrain aussi, d'accord? Et je connais d'autres personnes qui ont guéri la fibromyalgie en une nuit, en allant guérir leur âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le symptôme de certaines choses qui ont été refoulées, de contraction, de tout un show. On ne va pas rentrer dans un truc maintenant ici technique. C'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit je prends des médicaments pour avoir moins mal aux muscles, soit je prends des décontractants musculaires parce que les douleurs sont réelles. Les douleurs sont réelles. Le corps ne ment pas. Il vient vous... Les douleurs, elles sont là pour vous dire « Allô, allô, je suis là. Est-ce que tu vas m'écouter un peu ?» Et soit je prends des médicaments pour anesthésier les douleurs, pour essayer d'y remédier. C'est un pansement. Les chamans ont une vue beaucoup plus holistique. Et c'est ça qui parle de guérison d'âme. Parce que je vais voir au-delà de la maladie. Je vais me reconnecter à mon âme pour voir ce qu'elle a à me dire. Et c'est pour ça qu'il peut se passer des choses extraordinaires et spectaculaires. Parce qu'en fait, on va beaucoup plus profondément. La médecine traditionnelle chinoise, elle voyait les choses d'un point de vue holistique. Le yoga, mais il voyait les choses d'un point de vue holistique aussi. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, on voit quoi? On voit le yoga, ce sont des belles postures. Et si je vous parle de yoga, la plupart des gens, ou si je parle de yoga à 100 personnes en rue, la plupart des personnes vont se dire « Ah ouais, le yoga, mais non, je connais, c'est les... » C'est juste les asanas. c'est pour faire des étirements, ça rend souple. Je m'entraîne en boxe thaï, et quand je vais au dojo, la plupart du temps, « Ouais, mais non, mais toi tu fais du yoga, t'es souple. » Oui, mais c'est pas pour ça que je suis souple. Et le yoga est tellement plus vaste. Toutes ces traditions ancestrales, qu'il s'agisse de l'Asie, qu'il s'agisse de l'Europe, qui ont été détruites en premier ici en Europe, parce que, évidemment, on a plusieurs millénaires avec toutes les histoires dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il s'agisse du continent américain, nord, sud-américain, les traditions, les médecines traditionnelles, les approches traditionnelles étaient toujours globales. Il n'y a que nous, dans notre monde moderne,
qui envoie une approche qui est aussi dissociée. Comment est-ce que je peux être heureux en tant qu'être ayant un esprit, un corps, une âme, un mental? Comment est-ce que je peux être heureux si je commence à dissocier ces différentes parties de moi? Comment est-ce que je peux être en paix si je suis dissocié? Comment est-ce que je peux être uni si je suis dissocié? Ça va juste pas ensemble. On met tout dans des tiroirs, on compartimentalise, on crée une séparation à l'intérieur de nous. Et donc, le truc, c'est tout ramener. Et là, en fait, où ce que j'ai appris réellement Tu parlais de ton et voyage, expérimenté depuis presque une décennie maintenant, avec divers rituels ancestraux, avec diverses expériences avec les médecines traditionnelles de plantes, diverses, que ce soit des plantes, que ce soit aussi certains venins de grenouilles, etc., ou d'animaux, c'est que ces expériences, elles nous guident à aller vraiment, en anglais on dit on the edge. C'est vraiment à notre limite et c'est physique. C'est véritablement physique. C'est quand je suis dans un sweat lodge, comme Anna en parlait tout à l'heure, je suis dans le noir, il fait chaud, je suis assis dans un endroit super restreint, peut-être mal aux jambes, et puis j'ai chaud, et il faut supporter tout ça. Qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Quand je suis tout seul dans une forêt à faire une quête de vision, comment est-ce que je me sens tout seul? Ou même dans mon appartement. Est-ce que je peux rester 3 jours dans mon appartement sans allumer la télé, mon téléphone, prendre un livre, sans même parler de jeûner, d'accord? Je parle juste de rester en silence, sans rien faire, et même avec l'autorisation de manger. Ce n'est pas le cas dans une vraie quête de vision. Vous êtes là, face à vous-même en forêt, vous avez juste un peu d'eau. Mais ça a un impact tellement puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où on n'agit plus au niveau du mental. Peut-être que votre mental, il va être présent. Imaginez, j'ai aussi fait de l'ultra trail. Et c'est une expérience qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai un vieil ami qui a fait ça pendant 50 ans, qui me disait, mais tu sais, moi, je vais courir 150 km et après, tous mes problèmes sont réglés. Tu vois, Didier? Ouais. Et c'est tellement vrai, parce que les 25 premiers kilomètres, peut-être que l'esprit va encore être en vrac, peut-être que je vais me poser des questions, mais je peux vous garantir que quand vous avez couru 50, 60, 70 kilomètres dans la forêt, avec up and down, et de la caillasse, et traverser des ruisseaux, votre mental, il n'est plus là en fait. Vous êtes juste, je mets un pied devant l'autre. Je reviens en fait en mode instinctif, en mode animal, sauvage, presque, ouais. en mode où c'est mes perceptions qui me guident, ce n'est plus mon mental. Et quand je suis dans cet état de connexion avec moi-même, alors à ce moment-là, je vois des choses que je ne peux pas voir avec n'importe quel bouquin, n'importe quel séminaire, ou quand je suis dans ma vie mondaine de tous les jours. C'est tout. Et ce qui se passe avec les rituels ancestraux et les médecines naturelles ancestrales, c'est que ça vient nous mettre dans des situations qui nous confrontent à ce genre de choses, à ce qu'on a besoin de voir, aux choses auxquelles nous avons besoin d'être confrontés. Anna, vous parlez tout à l'heure de sa quête de sa hutte-à-sudation, enfin, les 2 huttes-à-sudation qu'elle a fait, et voilà, et elle sait très bien où ça vient la confronter. Ouais. Et est-ce que c'est facile? Non, c'est pas forcément toujours facile, mais c'est tellement, tellement libérateur. C'est là, en fait, où on vient véritablement, comme Anna le dit, vous faites des sauts quantiques. Parce que quand vous traversez ça, il y a une grande différence entre analyser ses peurs, entre les comprendre, et d'où ça vient, et l'historique, et le bordel. Puis, ça doit être du transgénérationnel, parce que ma mère avait peur des souris, donc moi j'ai peur des souris, et mes enfants ont peur des souris. Ben, je peux vous garantir que, allez dans une cabane au Mexique, vivre, où pendant 2 mois, vous avez des souris qui passent un peu sur toutes les poutres. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à analyser, il y a juste à ressentir.
je peux vous garantir que votre peur des souris, elle sera guérie. Parfois, ouais, c'est s'exposer en fait à cet inconfort. C'est vrai que ça requiert quand même, ça requiert du courage, ça requiert avoir un minimum d'âme d'aventurier, de vouloir en tout cas explorer, de vouloir, ou peut-être qu'il faut arriver certainement à ce point à se dire, j'ai vraiment cette curiosité immense, ou ce désir, où je suis arrivée à un point quelque part de non-retour, où il y en a marre d'avoir marre, et je sens bien que j'y arrive pas toute seule, et j'ai atteint les limites, et les accompagnements traditionnels, ou ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression d'avancer, je continue à tourner en rond, comme tu disais, il y a toujours les mêmes cycles qui se produisent, donc il y a un moment comme ça, parfois des lignes dans le sable, des lignes de non-retour, où on se dit, ok, maintenant je suis prête à aller explorer d'autres dimensions, en fait, à aller voir plus loin. Deux choses pour moi là, dans ce que tu dis. La première chose, c'est que nous avons tous par définition une âme d'explorateur. Si vous regardez un enfant en bas âge, il est explorateur. Donc vous êtes cet explorateur. Toi, derrière ton écran, tu es explorateur. Mais ce qui coupe aujourd'hui est que vous voyez comme c'est pernicieux, le mental, parce que il faut avoir une âme d'explorateur pour faire ça. C'est beaucoup plus chouette et beaucoup plus sympa de se dire ça que de se dire « En fait, j'ai une âme d'explorateur, mais je n'y vais pas parce que j'ai la trouille. » L'ego, il n'a pas envie de se dire ça. Mais vous voyez l'importance des mots, la façon dont vos schémas de pensée, en fait. Mais nous sommes tous des explorateurs par définition. Ça, c'est la première chose. Donc, vous êtes explorateur. Maintenant, est-ce que vous vous reconnectez à cet explorateur? Est-ce que vous vous autorisez à vous reconnecter à lui? Ça, c'est votre choix. Et il n'y a pas un bon ou un mauvais choix. C'est juste un choix, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Et la deuxième chose, c'est aussi que là, on a peut-être dressé un tableau peut-être qui est un peu dur de certains de ces rituels ancestraux, de contact au plan de médecine. Mais des fois, c'est des découvertes qui sont juste extraordinaires. Moi, je me souviens, et vous vous sentez à la maison. Moi, je me souviens et on était ensemble, ça a été la première Sweat Lodge qu'on a fait, c'était dans les montagnes, dans les Alpes, c'était chez des amis qui avaient été initiés. Et je me souviens en fait que, oui, évidemment, il y a une appréhension. Il y a toujours une appréhension pour ce qu'on ne connaît pas. Donc, et en plus, quand on sait que ça va être physique, quand on vous dit ça va être chaud, quand on vous dit oui, si t'as trop chaud, tu te couches à terre, enfin tout ce genre de petites choses en fait, sans vouloir vous faire peur, mais voilà, il y a une appréhension. Et je m'installe, donc en fait je fais tout le tour de la hutte et j'étais le premier à rentrer, le chaman m'avait demandé de rentrer en premier, et donc je suis le plus éloigné de la porte. Et donc je me dis, comment est-ce que je vais réagir ? Et les pierres rentrent, on commence à mettre l'eau sur les pierres, donc la chaleur commence à monter, et puis le chaman prend son tambour. La première vibration de tambour, je me suis acheté ici, le chaman était juste à ma gauche. La première vibration de tambour, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps, dans l'entièreté de mon corps, j'ai explosé en larmes. Et en fait, je me suis senti à la maison. Et à aucun moment, ce Temazcal, cette hutte à sudation, n'a été un challenge pour moi. En fait, je me suis rendu compte que oui, j'avais chaud, oui, je transpirais, mais pour moi, j'étais à la maison. Donc, et je l'ai eu la première fois que j'ai bu l'ayahuasca. Alors évidemment, j'avais vu plein de choses. Donc j'ai bu l'ayahuasca avec la même appréhension, comme tout le monde qui va faire une cérémonie d'ayahuasca. La plupart des gens, en tout cas, spécialement en milieu traditionnel ou j'ai dû me préparer, etc., etc. Mais mon expérience avec l'ayahuasca la première fois a été juste extraordinaire. Tu t'es promené. Je me suis promené, j'étais à la maison et je voyais certaines personnes qui n'étaient pas bien, je voyais certaines personnes qui se purgeaient, je voyais certaines personnes dans différents états d'être. Et moi, j'étais assis, j'étais juste... Mais c'était extraordinaire, en fait. Donc... Oui, il y avait d'autres qui dansaient, tout ça. Il y en a d'autres qui dansaient, bien sûr. Il y en avait d'autres qui dansaient, il y en avait d'autres qui rigolaient. C'était tout un panel de choses. Et c'est pour ça que ça peut, et souvent, à un certain moment donné de l'expérience, et si vous montez une entreprise, je peux vous dire que ça va être la même chose.
ou si vous avez une entreprise, fort probablement que vous savez de quoi je parle. C'est ça, il y a des points de Il y a des bascule, c'est pas moments où tout c'est le temps génial, rose. Ouais. et puis il y a des moments où on se dit, mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? J'en peux plus. Ça fait 3, 6 mois que je travaille 80 heures par semaine, voire quand c'est pas 2 ans. Ce sont des chemins initiatiques. Et c'est passager, enfin tout est passager. Et c'est comme une émotion. Si vous l'acceptez, quand ça... Vous pouvez, quand vous êtes dans une hutte à sudation, vous pouvez essayer de lutter contre la chaleur. Ça va être très dur. Parce que vous venez lutter contre la physicalité, vous pouvez lutter contre la solitude dans une c'était un forêt. truc de fou, ouais. Moi, j'étais que dans la résistance. Ou soit vous l'embrassez. Ok, il fait chaud. Et c'est exactement comme prenez une douche glacée. Vous pouvez vous dire, alors c'est toujours avec appréhension. C'est jamais très gai d'aller se foutre sous une douche glacée, on est bien d'accord. Mais il y a deux façons d'aborder la chose. L'eau, elle sera toujours aussi froide. Mais soit en fait, je lutte contre le froid, ou soit je l'embrasse pleinement. Soit je lutte contre la douleur, soit je l'embrasse pleinement. Dans quel cas est-ce que ma vie est la plus agréable? Dans quel cas est-ce que j'apprends le plus de l'expérience? Est-ce que c'est quand je lutte ou est-ce que c'est quand je suis dans l'acceptation? Et c'est là pour moi que les rituels ancestraux, les médecines traditionnelles, d'une part, en fait, au-delà de mon expérience, de l'expérience que j'ai avec toutes les personnes que j'ai vues autour de moi, etc. Mais si on s'interroge 2 secondes, ce sont des rituels, des remèdes qui ont des millénaires. Donc ils ont des millénaires, d'accord? C'est pas comme ce vaccin Covid là qui n'a pas eu de test et qu'on a ah non, il faut le prendre. Non, c'est pas du tout ça. Ce sont des choses qui ont été testées et prouvées depuis des millénaires. C'est pas 100 ans ou 200 ans ou 300 ans comme 300 ans, c'est déjà vieux pour la médecine actuelle. Non, ici on parle de millénaires. Ça a été chassé et la plupart du temps, on a essayé d'interdire ça. Et aujourd'hui, c'est encore présent après des milliers d'années. Et qui plus est, il y a de plus en plus d'Occidentaux qui s'y intéressent. Les médecines occidentales modernes et les scientifiques modernes s'y intéressent. Je pense que ça a fait ses preuves. Ce sont les meilleures preuves en fait. C'est toujours là, ça revient devant de la scène de façon assez rapide. Parce que là, on peut parler de psilocybine, qui sont les champignons hallucinogènes, et il y a des études qui sont vraiment noir sur blanc, scientifiques, des effets bénéfiques de la psilocybine. Et pourtant, c'est toujours interdit, dans la plupart des pays. Donc, pour clôturer tout ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de vivre certains types d'expériences similaires, si vous avez surtout envie et que vous vous sentez prêt à aller véritablement vous reconnecter à votre âme, à aller vous libérer de toutes ces choses que vous n'avez pas encore réussi à vous libérer, on a une invitation pour très peu de gens d'entre vous. C'est que j'ai la chance, en fait, évidemment, avec mes voyages, etc., d'avoir tissé des liens là-bas en Amazonie. Et on a la chance d'accueillir d'ici très peu de temps, fin mai, une délégation qui vient d'origine colombienne, qui vient du Putumayo, qui est le haut bassin de l'Amazonie, dans les montagnes. Et ils vont venir 9 jours au Portugal. Mais ça ne va pas être seulement 9 jours. Ça va être 9 jours d'immersion présentielle au Portugal pour 7 à 8 personnes. On sera présent. Anna, c'est sa première expérience. Oui. Donc, si vous avez envie de vivre votre première expérience avec Anna qui vit sa première expérience, c'est l'occasion ou jamais, ça se présente qu'une fois. Mais surtout, au-delà de ces 9 jours d'immersion, il y a une préparation qui se fait à l'avance et il y a un accompagnement qui se fait après. Et ça, c'est super important. Parce que vous pouvez aller boire l'ayahuasca, vous pouvez aller dans une villa ou dans un lieu de retraite, boire 1 nuit, 2 nuits. Mais ce qui se passe, et je vous parle pour l'avoir vécu à un certain moment donné dans ma vie, c'est que quand vous vous reconnectez à certaines parties de vous-même et que vous êtes dans un environnement bienveillant, vous buvez la médecine ou vous faites votre thé mascal
Ou même, on parlait de séminaire de développement personnel, mais après, c'est là après qui compte. Mais le truc, c'est que quand vous revenez à la vie, à votre vie en tout cas, pour nous, c'est notre vie normale, c'est ça, mais je veux dire, tout le monde n'a pas encore construit ce type de vie, ou n'a pas encore créé ce genre de vie. Et si vous revenez après et que vous retournez travailler dans votre bureau à la Défense parisienne, après 2 jours, en ayant eu certaines visions, en ayant eu certaines grosses prises de conscience, en ayant certains surtout ressentis, ça peut créer un grand décalage. Et d'où l'importance de pouvoir être véritablement accompagné pour ne pas que ça soit juste une expérience que vous avez faite. Encore une fois, il y a plein d'Européens et d'Américains, on va dire des Occidentaux, qui vont « je vais faire une expérience », mais vous pouvez la faire comme une expérience de consommation, ou vous pouvez faire quelque chose de façon rituelle, de façon sacrée. Et je peux vous garantir en fait que quand vous faites ces expériences avec le cadre propre, comme il a été fait depuis des millénaires, l'impact que ça va avoir sur votre vie, sur votre être, sur vous, sur tout ce que vous êtes, tout ce que vous matérialisez, tout ce que vous créez, tout ce que vous émettez, va être tellement, tellement différent. Et c'est la raison pour laquelle, à la base, c'était une expérience que j'avais juste créée pour ma famille, enfin pour nos familles et pour nos amis très proches. Il se fait que il y a certains qui, pour des raisons d'agenda, pour des raisons de peur aussi, disons-le, voilà, ils ont chacun aussi leur challenge. Il se fait que il y a juste quelques places qui sont disponibles et que aujourd'hui, on a décidé d'en faire profiter vous, la communauté d'Harmonia, parce qu'on sait qu'il y a des personnes dans la communauté qui sont prêtes. On sait qu'il y en a qui sont ouvertes et à qui ça ferait bien et une transformation extraordinaire. Et donc, on s'est dit, OK, c'est plutôt cool même comme chose, c'est que venez en fait partager l'expérience avec nous comme on le vivrait en famille. Parce que c'était quelque chose qui était prévu juste en très petit comité, très intimiste. Ce qui est cool, c'est que c'est dans un lieu ici au Portugal, parce que moi-même, voilà, je ne serais pas forcément allée jusqu'à dans la jungle colombienne comme tu l'as fait. Mais alors là, je n'y ai pas encore été, c'est Andy qui a choisi le lieu et je ne vais pas vous en dire plus, c'est magique. Voilà. Si ça vous intéresse, on peut vous en parler plus. Ça se passe fin mai. La retraite, l'immersion, d'accord? La retraite, oui. Mais on démarre avant avec 9 jours. Préparation. On démarre quelques semaines avant, préparation et puis accompagnement. Donc c'est un accompagnement. C'est pas une retraite. C'est pas un séminaire. Là, on parle d'un accompagnement, une expérience de 15 semaines. C'est une expérience initiatique transformatrice de 15 semaines, véritablement. Les bienfaits que vous en aurez, je peux pas vous le dire. Simplement parce que ça ne se nomme pas, ça se vit, ça se ressent, et ils seront différents pour chaque personne qui seront là. Je sais que moi, qui vais aussi encore vivre ça pour la xème fois, je sais que je vais encore me connecter à certaines choses dont j'ai besoin de me connecter. Je sais qu'Anna va se connecter à certaines choses. Et les êtres qui seront présents là, qui auront choisi de vivre cette opportunité, vont se connecter à exactement ce qu'ils auront besoin à ce moment-là. Parce que la médecine nous montre ce qu'on a besoin de voir, est-ce qu'on est prêt aussi à voir et à recevoir. Elle est tellement douce et respectueuse. Donc, si ça vous parle, contactez-nous via Harmonia. Laissez-nous un commentaire ici. Déjà, dites-nous, est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça a résonné? Est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'expérience? On adorait en savoir plus. Ça prend vraiment littéralement 5 secondes de laisser un like, de vous abonner, de mettre une étoile si c'est sur les podcasts que vous écoutez cet épisode. Et vraiment, ça change tout pour nous, vraiment. Donc, on vous remercie d'avance pour votre soutien, de nous faire un coucou si vous passez par ici. C'est toujours super sympa de savoir qui nous écoute, qu'on nous écoute, et de nous laisser un petit mot, de nous montrer votre soutien. Et on vous remercie. Et on vous dit à bientôt pour le 3e épisode. Yeah! Ciao, ciao! Prenez bien soin de nous. Ciao!